Madame, Monsieur, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. 48 minutes 28 secondes, c'est le temps qu'a pris Patrice Talon pour se prononcer sur l'actualité nationale. Dans cet exercice tout particulier, le chef de l'État a témoigné, bien entendu, à charge contre les velléités de mise en échec de ses réformes politiques. Il a surtout déclaré qu'il a acte que son mandat finisse afin que les Béninois puissent vivre autre chose que Talon et Yahi. Vous suivrez quelques-unes de ces déclarations, mais aussi en plateau, nous serons avec Madame Imelda Bada, béninoise de la diaspora, vice-présidente coordonnatrice de la diaspora, Noël Bénin, pour apprécier cet entretien du chef de l'État. Ensuite, des symboles racontent l'histoire d'un peuple à l'Institut français du Bénin. À Cotonou, l'artiste plasticien Sébastien Bocor expose son univers à travers Nourira. C'est une collection où le comptage en langue fond devient langage artistique. Nous irons à la découverte de l'artiste dans ce 13h au Bénin. Et puis enfin, le projet de stabilisation économique et de cohésion sociale PISEC à la FIA arrive à son thème. Après 18 mois d'intense activité, les acteurs chargés de la mise en œuvre du projet passent au peigne fin les différentes avancées et les défis à relever. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Des symboles qui racontent l'histoire d'un peuple à l'Institut français du Bénin à Cotonou. L'artiste plasticien Sébastien Bocor expose son univers à travers Nourira, cet enfant, une collection où le comptage en langue fond devient langage artistique. Et cette exposition qui a lieu depuis le début du mois, l'Institut invite un voyage au cœur de la culture béninoise. Voici le reportage. Entre les murs de l'Institut français du Bénin, le bois, le bronze, la taille et la peinture prennent la parole. Ici, ces matières deviennent vivantes sous les mains inspirées de l'artiste plasticien Sébastien Bocor. À travers Nourira, qui signifie le comptage en langue fond, l'artiste donne une autre forme aux chiffres en fongbé. Le comptage en fond est vraiment constitué des images. Il y a des parties du corps humain qui représentent des chiffres et des nombres, comme les pieds et les yeux. Pour dire 15 enfants, par exemple, on dit afo, aton. 3 pieds, parce qu'il y a 5 orteils sur chaque pied, fois 3, ça fait 15. Et le fond pour dire 16, il dit afo, aton. Nous kondopo. Une exposition née de ses souvenirs d'enfance entre jeux, traditions et mémoire collective. J'ai imaginé faire une exposition sur le comptage en fond parce que vous allez remarquer que quand on était jeune et qu'on allait à l'école, on n'était pas autorisé à parler l'autre langue à l'école. Vous voyez, et ça a fait qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses dans notre langue, dans notre qui n'ont plus vraiment de sens, où nous-mêmes on minimise un peu leur importance. Donc ça fait 2 cordes, plus 3 pieds, plus 1 œil. Ça fait kaoui, à foiton, mais on fait tellement Nourira plonge le visiteur dans une expérience immersive, un dialogue entre art contemporain et héritage ancestral. Cette exposition Nourira, c'est pour réhabituer les gens à compter en fongbé. D'abord en fongbé parce que ça va déboucher sur plusieurs autres recherches qui vont aboutir à des résultats qui vont servir à la création contemporaine. Chaque œuvre, fruit de l'esprit et des mains de Sébastien Bocor, semble respirer, émouvoir. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Et ça me donne vraiment l'inspiration d'être comme ce monsieur-là. Bon, d'abord, c'est M. Sébastien Bocor, c'est un artiste que j'apprécie énormément. Et ses œuvres m'ont vraiment mis dans l'imagination des nombres. Le fait de lire en fond, nous avons pris beaucoup de temps à apprendre à lire à nos enfants ou bien à nos proches en français. Mais
compter en notre langue jusqu'à 1900 et tout. Ça m'a vraiment fait plaisir de reconnaître le sens des nombres dans ma langue. Par cette exposition, l'artiste nous invite à redécouvrir la richesse de nos symboles et de notre culture. Un voyage entre passé et présent où chaque pièce devient un message à décrypter, un pont entre le visible et l'invisible. Bientôt, les difficultés d'accès à la commune de Soava seront conjuguées au passé. Les travaux de construction de la route reliant Akasato à cette ville essentiellement bâtie sur l'eau ont été officiellement lancés, bien entendu, par le ministre du cadre de vie et des transports. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme gouvernemental de développement touristique dénommé Réinventer la cité lacustre de Ganvié. L'événement a été couplé avec l'inauguration de quelques équipements communautaires. Voici les images. Les fils et filles de Soava sont massivement sortis pour être témoins d'un événement annonciateur d'une nouvelle ère communale, le lancement officiel des travaux de construction du tronçon reliant Akasato à leur terroir. Unique voie d'accès à la cité lacustre, le dit tronçon est un véritable calvaire pour ses usagers en raison de son état de dégradation. Cette infrastructure stratégique reliera de manière fluide la commune lacustre au reste du département et facilitera les échanges économiques, touristiques et sociaux. Cette route longtemps attendue va littéralement transfigurer durablement la commune de Soava avec le désenclavement de nos localités. La construction de la route Carrefour Akasato-Soava est un volet majeur du projet Réinventer la cité lacustre de Ganvié, projet phare du programme d'action du gouvernement financé à hauteur de près de 25 milliards de francs CFA par l'Agence française de développement. Aussi, cette route va non seulement améliorer la mobilité et la sécurité des usagers, mais aussi renforcer l'attractivité économique et touristique de la cité lacustre, en facilitant les échanges et l'accès aux services. Elle contribuera à rapprocher les communautés et finalement à soutenir la croissance durable. Au cœur du développement touristique, Ganvié est l'un des 7 pôles que le gouvernement a choisi de promouvoir, de développer, de structurer pour que l'offre touristique que propose le Bénin aux Béninois et au monde entier soit une offre vendable. À l'issue de la cérémonie, les officiels ont procédé à l'inauguration de 3 infrastructures communautaires érigées dans la cité de Ganvié. Il s'agit de la Maison de la Francophonie, une maison des jeunes et un centre artisanal. Les travaux de construction de la route Carrefour Akasato-Soava ont une durée fixée à 1 an, 4 mois. Vous êtes dans la séquence d'En route vers 2026, sortie médiatique ce mardi du président Patrice Talon. Le chef de l'État a justement rompu le silence sur plusieurs sujets liés à l'actualité politique nationale, tout en donnant des précisions sur certains faits ayant marqué la vie politique. Il est revenu sur les événements de 2019 en situant les responsabilités. L'ancien président Thomas Boni-Yayi serait à l'origine des faits. Justement, va-t-il marteler? On suit un extrait de ses propos. Je pense que, comme dit le président Aymon lui-même, les intrigues du genre peuvent être gérées sans que l'opinion dans son ensemble ne découvre ces détails qui ne nous honorent pas, et encore moins un ancien président de la République. Mais je suis tenu à la fin de dire, que tout le monde m'entende, que ce qui s'est passé en 2019, c'est le président Aymon qui a été le seul responsable. Il a empêché la tenue normale des élections. Il a empêché les démocrates de participer aux élections. C'était l'FCBE à l'époque. Parce qu'il a empêché que des tests consensuels soient mis en œuvre pour permettre une élection apaisée. Il a pratiquement
empêcher que les élections aient lieu dès l'adoption des textes au Parlement. J'ai assumé. J'ai été vu comme celui qui est à l'occasion, qui est à l'origine des violences électorales que nous avons connues. C'est mon rôle, je suis dans la charge, j'ai assumé. Mais ce qui se passe et qui continue de se passer ne peut pas me permettre de rester silencieux indéfiniment. Autre volet de son intervention, la démission, justement, ou les démissions au sein du parti Les Démocrates, c'est malheureux, dit justement Patrice Talon, pour mettre, bien entendu, ces derniers de continuer à s'affirmer en politique. Le chef de l'État promet prendre des dispositions avec la contribution des partis de la mouvance en vue de fédérer les énergies pour parler de la même voix. On écoute à nouveau le chef de l'État. Ceux que j'ai vus démissionner des démocrates, c'est malheureux qu'ils aient démissionné. C'est dommage. Mais j'ai entendu qu'ils ont un idéal et qu'ils ne veulent plus continuer à prêcher dans le désert. Et ça, moi, ça m'a touché. Et j'ai ici un message pour eux. C'est que si leur idéal ne peut pas prospérer dans le groupe politique actuel et qu'ils sortent de ce groupe-là, il ne faut pas que leur idéal meure. Il faut continuer de le promouvoir. Mais le meilleur moyen de promouvoir un idéal politique, c'est d'être un acteur politique. Et c'est pour ça que, sans état d'âme, je vais inviter le ministre d'État Ouadaï, candidat aux élections présidentielles. Je vais inviter l'Union progressiste de Renouveau. Je vais inviter le Bloc républicain, Moël Béné, RN, pour les rencontrer, discuter avec eux et leur permettre même de s'exprimer leur idéal dans un cercle plus large. Parce que ce que je prône depuis, c'est d'ouvrir le champ des discussions politiques, d'ouvrir les cercles de rassemblement politique. Et il ne faut pas les laisser en rade, parce qu'ils n'ont pas trouvé bonheur là où ils sont. Mais ils sont des acteurs politiques, ils continuent de vouloir défendre un idéal, il ne faut pas les laisser en rade. Je serai heureux de les voir, discuter avec. Et je voudrais également que d'autres démocrates qui sont encore dans le parti influencent le président Boniaï, influencent les faucons du parti pour qu'ils ouvrent des discussions avec les FCBE, avec BA, avec UP, pour que les compétitions électorales ne fassent pas de nous des ennemis. Je vous l'avais annoncé sur le même sujet. Je suis en plateau avec Mme Imelda Badar, béninoise de la diaspora, vice-présidente coordonnatrice de la diaspora. Moël Bénel est avec nous, justement, pour apprécier cet entretien du chef de l'État. Mme Imelda Badar, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous dans le journal. Le plaisir est pour moi. Vous êtes en séjour à Cotonou. Vous avez sans doute suivi cet entretien du chef de l'État. Qu'avez-vous retenu? Vous savez, nous avons vécu depuis 2016 quelque chose qui a été rêvé depuis la nuit des temps. Je peux même dire, avant les indépendances, cela était rêvé parce que quand on est patriote, on rêve du développement de son pays, on rêve d'être fier de ce pays. Et nous savons tous que les intrigues politiques tendent à personnaliser, c'est-à-dire à être un peu nombriliste sur le développement. C'est-à-dire on pense à soi, on pense à son soi de demain. Donc on empêche d'une manière donnée le développement pour tous. Et le président Patrice Talon, en venant en 2016, a montré que les choses peuvent se passer autrement, à travers une mise en place d'une stratégie de développement qui n'est pas axée sur la politique que nous avions connue depuis la nuit des temps, mais qui permettra d'accéder à nos besoins de toujours. Il n'a pas inventé le programme d'action qui est en cours d'exercice depuis 2016. Ce sont des besoins qui étaient là. Nous avions tous vu quand le président Nicéphore Dieudonné Soglo est arrivé au pouvoir. Il a voulu faire des voies. Ce n'est pas Patrice Talon qui a voulu le faire. Il a essayé de faire avec les moyens de bord dans le temps. Nous avons eu les pavés que nous avons eu dans Cotonou. Aujourd'hui, nous avons du goudron et une qualité exceptionnelle de goudron. Nous avons des infrastructures qui nous manquaient depuis toujours.
et qui continue de nous manquer parce que c'est en cours tout ce qui se passe. Nous avons enclenché avec le chef de l'État une marche vers le développement. Donc, je pense hein, que cette sortie, c'est vrai qu'il n'en a pas l'habitude, mais il fallait qu'il sorte. Justement. Il fallait qu'il explique un certain nombre de choses. Notamment les événements de 2019. Bien sûr, parce que, vous savez, j'ai eu l'habitude de dire quand on parle d'opposition, depuis l'ère du renouveau démocratique, on dit des opposants. Mais ces opposants s'opposent au développement du Bénin. On ne va pas se mentir. Là, on va parler de manière franche et directe. Les personnes qui viennent, qui combattent un programme d'un gouvernement en place pendant 5 ans, ces personnes ne sont pas pour le développement. Et normalement, et après... Ça la contradiction, ils diront. Ce n'est pas une contradiction. Parce que ce sont des personnes qui sont... En parlant de 2019, nous avons vu jusqu'où a été capable ces personnes, jusqu'à mettre en danger la vie des Béninois. Est-ce que ça, c'est une recherche de développement? C'est une contradiction? Je dis non. Parce que, vous savez, pour moi, l'opposition, c'est quoi? L'opposition, c'est comme si nous deux, nous sommes dans un même véhicule. J'ai le volant, c'est-à-dire je suis le gouvernement. Vous, vous êtes l'opposant. On veut tous aller à Étoile Rouge. Moi, je dis, bon, je vais passer par Fifadji, vous dites de passer par Godomé. Mais la destination doit être la même. Absolument. Mais si c'est pour m'empêcher de rouler, nous n'irons nulle part. Moi, j'ai le volant, vous ne l'avez pas. Vous avez juste une force de proposition, une force pour me convaincre de prendre votre itinéraire. Mais j'ai le choix, en tant que chauffeur, de choisir de vous suivre ou pas. C'est ça, au fait, ce que devrait être notre opposition. Malheureusement, pour donner l'exemple de la voiture, eux, ils sont prêts à tirer le frein à main, à nous mettre en danger, même à vive valeur. Et c'est ce que Patrice Talon dénonce, que voilà, pendant longtemps, on est resté dans cette logique-là. Et cela empêche justement un système qui est en place de travail d'évoluer. Exactement. Ça nous a entravés parce que ça n'a pas commencé, il faut le dire, ça n'a pas commencé en 2016, ce système. Parce que nous avons vu déjà en 91, c'est-à-dire que le pluralisme politique qui a été installé en 90 a eu on va dire à peine 1 an pour pouvoir proliférer au fait une sorte de vermine politique qui en 1991, lors de la prise de pouvoir démocratique du président Soglo, a commencé déjà à entraver. Après, c'est vrai, il n'y a pas eu réélection du président Soglo, il y a eu l'arrivée de Kérékou II, et nous avons vu, ces personnes, ils ont envenimé la classe politique. On ne sait même pas en termes de résultats ce qu'on peut évoquer directement pendant ce passage. Après, nous avons eu l'arrivée du président Boni Yayi. Il a reconnu, et c'est ce qui fait mal au cœur, parce que lui-même, il a reconnu son échec qui est dû à la classe politique, ceux avec qui il coltine aujourd'hui. Et il joue le même rôle, enfin il essaye de jouer parce qu'il ne gagnera pas, parce que le président Patrice Talon, contrairement à lui, n'a pas une vision de récupération politique. Il est dans une stratégie de reconstruction, d'action et de résultats. D'accord. Alors, sur le rapport personnel et politique entre Talon et Yayi, le chef de l'État dit « J'ai hâte que mon mandat prenne fin afin que les Béninois puissent vivre autre chose au-delà de Talon et de Yayi Boni ». Est-ce que pour vous, cette déclaration marque-t-elle une volonté réelle de tourner la page d'une rivalité entre les deux hommes? Oui, parce que quand on observe bien la chose, le président Boni Yayi a un peu grossi le cœur de voir réussir, on va le dire de manière, je vais être franche, de manière crue, de voir réussir là où lui, il a échoué au fait. Il a échoué lamentablement parce que nous avons vu le nombre de poses de pierre que nous n'avons jamais eu au Bénin. Des rêves qui n'ont jamais été concrétisés. Et au lieu de se remettre en question, parce que moi, à sa place, le président Thomas Boni Yayi, je me serais dit, mais bravo, il a réussi. J'ai manqué. Et lui, il a su faire la part des choses parce que lui, il s'est fait berner par son environnement proche. Il a voulu plaire à tout le monde. Et c'est ça, aujourd'hui, s'il se déplaît et qu'il en veut à quelqu'un, il devait s'en vouloir à lui-même, pas à Patrice Talon. Il n'a rien à voir avec son échec. Une dernière question sur cette vision de Patrice Talon, de pouvoir
échangé avec les acteurs politiques, en tout cas les formations politiques, UPR, BR, Moël Bénin, RN, justement, pour que les acteurs qui sont de l'opposition et qui souhaitent justement entrer dans la grande famille présidentielle, eh bien cela soit possible. Vous savez, j'ai suivi la sortie du président Thomas Boniyaï qui dit « Il veut que nous soyons tous de la mouvance ». Justement. Ce n'est pas le cas. Est-ce que ce disant, Patrice Talon n'est pas en train non, de du tout pas, du tout pas. Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple. Le pays, c'est comme une voiture ou un minibus, si vous voulez, vu le nombre. Et il y a quelqu'un qui est au volant. C'est-à-dire que c'est lui qui a le volant en main. Les autres, ils sont ses covoituriers. C'est vrai, parmi les covoituriers, il y a celui qui peut être en copilote. Mais c'est lui qui décide. Eux, ils ne peuvent être que des forces de proposition. Mais il faudrait déjà que ces personnes aient conscience de ce que nous avons une même destination. C'est-à-dire quoi? Si ce qui nous ramène à la politique, c'est le développement du Bénin, nous ne pourrons jamais être ennemis parce que nous sommes obligés de dialoguer. Et pour vous, c'est ce que recherche Patrice Talon? Bien sûr, c'est ce qu'il a expliqué. Moi, j'étais le 28 juillet dernier à la présidence pour suivre son speech, mais j'ai vraiment aimé. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a eu notre frère Guy Mitokwe qui nous a égoïstement ravis. Le reste pour faire focus sur lui, mais on ne dira pas ça. Nous n'allons pas aller dans... Il était là en tant que participant, comme tout le monde, il a pris la parole comme bien d'autres jeunes. Il a eu à dépasser les 2 minutes qui nous a empêchés de pouvoir poursuivre. C'est pas le sujet, on revient au sujet. Le sujet est justement là. Vous pensez justement que cette vision des choses est vraiment ce qui est bien pour le pays? Bien sûr que c'est ce qui doit être. Parce que quand je parlais de la rencontre, il a commencé, le chef de l'État, à nous rappeler la genèse historique, politique du Bénin. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, c'est le fruit de notre passé. Et si nous voulons changer pour demain, c'est en prenant compte de ce qui s'est passé que nous allons pouvoir changer. Et quand le président Patrice Talon demande à toute la classe politique de parler d'une même voix, ce n'est pas d'avoir les mêmes idéologies, mais d'avoir les mêmes objectifs. C'est-à-dire que le développement du Bénin, de ne pas être opposant au développement du Bénin, mais d'avoir peut-être, comme je dis, des idéaux qui ne convergent pas forcément dans la même direction, mais qui vont vers la même destination. Merci à vous, Madame Ilmeda Badar. Je rappelle que vous êtes béninoise de la diaspora. Vous êtes en séjour à Cotonou. Votre candidat, c'est bien le duo Wadagne-Talata. Du côté de la diaspora, comment ça se passe? C'est la suite normale des choses, parce que nous avons vu pendant 10 années les fondations de notre développement s'ériger. Quand je parle de fondation, c'est quand on veut construire, on fait des fondations. Des fois, des fondations sont profondes quand on veut ériger des grands bâtiments. Aujourd'hui, le Bénin a fait ces fondations-là, bien profondes. Et nous, au niveau de la diaspora, nous sommes fiers. Aujourd'hui, quand on parle du Bénin, nous n'avons pas honte de dire « oui, nous sommes béninoises, oui, nous sommes béninois ». Et nous voulons de plus en plus contribuer malgré la distance. Et d'avoir un candidat de la tempe de Romuald Wadagne, le ministre d'État, c'est quelque chose qui nous rend fiers parce que c'est un élément de la diaspora, il faut le dire aussi, puisqu'il a fait une partie de sa vie là-bas. Il connaît un peu nos réalités. C'est ça. Et nous comptons sur lui pour continuer à relever les défis du Bénin et pour rassembler encore plus les enfants du Bénin un peu partout dans le monde. Merci. Vous êtes aussi la vice-présidente coordonnatrice de la diaspora pour Moël Bénin, un parti de la mouvance. Merci vraiment d'être passé dans le journal de 13 Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Cette édition se poursuit. Au Bénin, le monde scientifique décide d'apporter sa contribution pour une meilleure gestion des ressources phytogénétiques et des semences agricoles. Et dans ce sens, l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin donne priorité aux plantes oléagineuses. Les mécanismes pour la valorisation de ces plantes sont au cœur d'un atelier de réflexion de 2 jours qui se déroule depuis ce lundi à Grand Popo. Voici le compte rendu.
Autour de cette table dressée dans les locaux de l'hôtel Bel Azur à Grand Popo, enseignants-chercheurs, chefs d'entreprise, représentants de ministères sectoriels et des agriculteurs. Ils y ont été conviés par les responsables de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin pour réfléchir à une stratégie de valorisation des plantes oléagineuses. En effet, il existe plusieurs espèces. On évalue par exemple à 36 espèces le nombre de plantes oléagineuses alimentaires spontanées qui poussent au Bénin. Donc il faut les valoriser. Lorsque on extrait ces huiles-là, elles ont un prix extrêmement important sur le marché international. Il s'agit donc pour la Commission permanente agriculture, élevage et pêche, foresterie et arboriculture de l'Ensable de mettre en lumière les atouts des espèces oléagineuses alimentaires autochtones, ce qui devrait permettre aux pays d'Afrique au sud du Sahara de ne plus être dépendants vis-à-vis des huiles alimentaires importées. Pour le Bénin, par exemple, on considère qu'il y a près de 70% d'importation des huiles alimentaires pour couvrir notre alimentation. Cela pose des problèmes extrêmement graves et il faut trouver une solution à cette situation. Solution recherchée autour de ces assises de 2 jours avec des experts qui, entre autres, ont préconisé la domestication de ces plantes qui sont en voie de disparition. Alors la domestication, c'est quoi? La domestication, c'est un processus qui consiste à ramener une plante qui est à l'état sauvage à l'état cultivé, de sorte qu'on puisse la reproduire et que cette plante-là puisse donner des produits qui répondent aux caractéristiques que l'on recherche. Et les communautés à la base sont aussi associées à cet exercice de valorisation. La valorisation ne peut pas se faire sans les communautés parce que ces espèces se retrouvent dans leurs champs, se retrouvent dans les systèmes agroforestiers manipulés ou gérés par les producteurs et autres. Il faut donc mieux exploiter le potentiel de ces espèces. Et les travaux ici sont placés sous le thème « Les plantes oléagineuses autochtones du Bénin, une opportunité pour la sécurité alimentaire et la dynamisation de la filière des huiles locales ». Et pour finir cette édition, le projet de stabilisation économique et de cohésion sociale PSEC-Alafia arrive à son terme après 18 mois d'intenses activités. Les acteurs chargés de la mise en œuvre du projet passent au peigne fin les différentes avancées et les défis à relever lors des 2 jours, des 2 ateliers justement tenus à Natitengu puis à Djougou. Les parties prenantes du projet financé par le Fonds régional de stabilisation et de développement de la CEDEAO ont évalué les acquis. Abdou Sabri Drissou. Les résultats du projet PSEC-Alafia ont été présentés aux acteurs concernés lors d'activités de capitalisation des acquis organisées à Natitengu pour le département de la Takora et à Djougou pour le compte de la Donga. Ces ateliers ont permis aux participants de découvrir les performances réalisées et les perspectives dans les secteurs d'activité concernés. Plusieurs activités économiques ont été identifiées sur la base d'un diagnostic pour, dans cette même zone d'intervention pour voir quelles sont les activités économiques porteurs qui existent. Et parmi ces activités, on peut citer au niveau de l'élevage, la cuniculture, l'élevage de volailles, l'embouche ovine. Au niveau des énergies renouvelables, on peut citer la réparation et la mise en place des panneaux solaires pour l'éclairage des ménages, l'installation donc des systèmes d'irrigation, le reboisement. Et dans le cadre de la transformation agroalimentaire, il y a la transformation par exemple du soja en fromage et ses dérivés, la transformation du karité en beurre, la transformation du manioc en gari. Le projet PSEC-Alafia est exécuté par des ONG telles que Vétérinaires sans frontières Belgique et la GIZ avec le financement du Fonds régional de stabilisation et de développement FRSD-CEDEAO. Il comporte plusieurs composantes clés. Le projet a été réparti en plusieurs composantes, notamment la composante numéro 1, renforcement des capacités, au cours de laquelle il y a eu des formations. Donc des formations en gestion. La deuxième composante a consisté à améliorer les services de conseil agricole, là les services étatiques et les OSC. Je voudrais vraiment remercier encore toutes ces personnes
grâce auquel ce projet a vu le jour, et ce projet qui nous a permis de toucher un nombre non négligeable de jeunes et de femmes dans divers secteurs d'activité. Les travaux de capitalisation se sont articulés autour de 5 grandes thématiques choisies pour favoriser une meilleure compréhension et appropriation des activités menées. Ces différentes thématiques contribuent à la pérennisation des acquis du dit projet. Parce que dans ce sens-là, le projet a sensibilisé avec l'inclusion. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h. C'est votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Et juste après, retrouvez Wahab Alikbara dans son émission L'Info continue. Portez-vous bien et à très bientôt.